nous avons intitulé notre intervention « L'architecture politico-administrative instituée par les constituants de 2006, 20 ans après. Une hybridation compromise ?» Point d'interrogation. Alors, sur ce point, nous avons divisé notre intervention en 3 grands points. Le premier point, c'est d'abord fixer le cadre théorique pour donner les fondements à la fois axiologiques et philosophiques de cette architecture hybride. Dans un deuxième point, nous allons voir comment cette hybridation des compromis est compromise. Et enfin, la troisième partie, c'est la partie prospective, que faire? Alors, nous savons tous, et mes éminents co-intervenants vous l'ont dit, que la Constitution du 18 février 2006 n'est pas, comme tout texte constitutionnel, simplement un texte juridique. En principe, ce texte juridique représente un moment symbolique majeur dans l'histoire de notre développement. Cette constitution est intervenue à la suite des séquences de violences, de guerres, de fragmentations, d'occupation de notre pays, pratiquement après l'année 97 qui a vu arriver l'AFDEL et ses sbires ougandais et rwandais. Le mouvement a continué en 98 et on s'est retrouvé sur toute la scène africaine en train de négocier. Et finalement, nous avons une constitution de transition en 2003 et cette transition de 2003 va nous amener, n'est-ce pas, à avoir la constitution de 2006. Cette constitution avait donc pour ambition de refonder l'État, de restaurer l'autorité normative et d'inscrire la nation dans une trajectoire d'un État de droit démocratique. Des ambitions nobles. On dit dans cette constitution, dans ce que nous appelons les 7 vaches sacrées de cette constitution, il était question d'assurer le fonctionnement harmonieux des institutions, éviter les conflits, garantir la bonne gouvernance, instaurer l'état de droit, contrer toute dérive dictatoriale, etc. Assurer même l'alternance politique. Donc, cette constitution, avec ses ambitions nobles, va opter pour une architecture politico-administrative, c'est-à-dire un schéma d'occupation, d'organisation de l'espace hybride. L'hybridation, c'était d'abord au niveau de la forme du gouvernement. Là, on a opté pour un régime mi-présidentiel où le président est élu au suffrage universel avec suffisamment de pouvoirs qui font de lui un vrai chef d'exécutif et un Premier ministre issu de la majorité ou de la coalition parlementaire qui, n'est-ce pas, assure la gestion quotidienne de l'État avec des voies. Il détermine même avec l'accord ou l'appui du président la politique, il conduit la politique de la nation et il est responsable. Donc on voulait combiner à la fois une légitimité forte du président, mais une responsabilité, n'est-ce pas, vaste ambition, qui dans la pratique, on va le voir, va poser des problèmes, parce que la majorité était une notion politique fluide, on peut glisser vers un présidentialisme débridé, tout comme on peut arrêter dans une cohabitation qui peut arriver à des changements de majorité en plein exercice
des cycles électoraux. Ce n'est pas l'objet de notre question ici. Ici, nous voulons voir la deuxième hybridation, qui elle est une hybridation au niveau, non pas horizontal, mais au niveau vertical. En effet, cette constitution qui se veut un instrument de compromis veut résoudre un problème permanent de la scène politique et des acteurs politiques congolais qui sont divisés entre le tenant du fédéralisme et les tenants, n'est-ce pas, de l'unitarisme. Alors, la logique qui va structurer la fondation de cette architecture va soit cette architecture hybride qui convoque les éléments à la fois du fédéralisme, qui assure l'autonomie notamment politique de ce qu'on appelle le province, mais cette autonomie politique évolue dans un cadre d'un État non pas unitaire, mais un État uni. Et là, les éléments d'un État unitaire, quelques éléments sont convoqués pour, n'est-ce pas, asseoir cette entité. L'objectif, donc, de cette hybridation va être complété par un autre mécanisme qu'on appelle le découpage, c'est-à-dire la recomposition de 6 provinces de type de l'époque coloniale à 11 provinces de la Deuxième République, à 26 provinces qui se basent essentiellement sur les anciens districts. L'objectif encore ici est noble: rapprocher l'administration des citoyens, neutraliser les dynamiques sécessionnistes, créer des centres d'impulsion pour le développement, 26 centres, y compris la ville de Kinshasa, où on peut, n'est-ce pas, retenir 40% de ressources à la base. C'est donc une ingénierie constitutionnelle assez spécifique qui a fait ses preuves en Italie ou en Espagne et qui sera donc lancée en 2006. Mais très rapidement, on va voir que cette hybridation, que nous appelons une polyarchie institutionnelle, va être créatrice de problèmes. D'abord, vous avez suivi, tout le monde parle de la décentralisation. Cette confusion conceptuelle, génétique est génératrice de confusion. La province n'est pas décentralisée. Donc, la province est une composante politique qui jouit de l'autonomie, même législative. Les 17 ans, c'est une loi susceptible d'être contrôlée par la Cour. La province n'est pas sous tutelle. Quelle que soit l'option des dualités, les chefs de travaux, Dr Kiyombo vous a expliqué, il n'était jamais question de faire de province des entités décentralisées sous la tutelle de ministres de l'Intérieur. Mais hélas, cet État spécifique où il y a une autonomie politique au profit va générer beaucoup de problèmes. Donc, voilà l'architecture qui sera complétée par des lois de décentralisation, mais cette architecture polyarchique va donc créer plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau, d'abord, ce qu'on appelle l'État central. Le deuxième niveau, c'est l'État régionalisé avec des provinces qui sont donc dans ce qu'on appelle les régionalismes constitutionnels, où on reconnaît l'autonomie politique garantie par la Constitution. Et le troisième niveau, ce sont les entités décentralisées. La ville, la commune, le chefferie, les secteurs, voilà, et les communes. Elles sont sous tutelle à la fois du pouvoir central, mais aussi du gouverneur en tant que représentant du pouvoir central. Mais il y a aussi des entités déconcentrées, les territoires, qui sont donc des subdivisions, des circonscriptions administratives qui relèvent directement du pouvoir du chef de l'exécutif ou des autres institutions.
Cette belle architecture va, dans le fonctionnement, se révéler être une organisation en spaghetti qui finalement va tourner à boudin. Comme on l'a dit, 20 ans après, qu'est-ce que ça a donné? Des gouverneurs élus, mais qui sont totalement soit incapables d'agir, d'autres sont à Kinshasa depuis des mois, abandonnant des provinces, ou des gouverneurs totalement acquis au pouvoir central. Donc, le régionalisme n'a pas fonctionné. Pourquoi? On vous a donné des explications, nous allons y revenir. La décentralisation reste une illusion parce que les communes continuent à être dirigées par des bourgmestres nommés. Ceux qui ont été élus sont tout le temps dans les bureaux en train de chercher où s'asseoir, où être payés. Ils ne sont jamais payés. Les élections locales n'ont jamais eu lieu. Ensuite, les entités déconcentrées sont abandonnées, les administrateurs sont des va-nu-pieds qui ne sont pas payés. Concrètement, nous sommes en face d'une spécificité illusoire ou tout simplement mythique ou programmatique. À la fin, 20 ans après, ça c'est le deuxième point, quel est l'état de cette hybridation? Elle est évidemment compromise, elle est défaillante. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs crises. La première crise, c'est la crise étatique. Comment pouvait-on asseoir cette restauration de l'État alors que l'État lui-même est malade? Le Premier ministre Muzito dit « Le Congo, c'est un État sans province ». En fait, comment retrouver l'État lui-même qui est en crise? Cet État importé n'existe pas dans la pensée ni des acteurs ni des citoyens. Quand on demande à ce l'État, donc l'État n'existe pas. Donc, deuxième crise, la crise de la norme. Le jeu politique se passe en dehors de la Constitution. Le jeu est totalement déconstitutionnalisé. Les gouverneurs sont convoqués, les assemblées sont suspendues, et lorsqu'on donne à ces assemblées des moments de travail, ils sont dans la marchandisation de motions, dans les chantages, et finalement, on est dans l'anarchie. Crise institutionnelle, crise de la norme, crise de la légitimité de la représentation. Les 4 cycles électoraux qui devaient produire la démocratie nous ont produit des élections contestées. En 2011, lorsque j'organisais les élections, j'étais tellement malade parce qu'on m'a dit que c'était les élections les plus chaotiques du monde. Mais après, on dit encore qu'il y a encore plus grand chaos après. Alors je me demande, finalement, qui a organisé les plus chaotiques du monde? D'autant plus que celui qui a dit qu'il a organisé les plus belles élections est devenu chef des rebelles avec des barbes. Alors je me demande qui de moi ou de lui a organisé les meilleures élections. Parenthèse. Alors, une autre crise, donc la crise des représentativités, comme je l'ai dit, parce que ceux qui sont élus sont déclarés plutôt nommés, et ceux qui sont nommés, écoutez, ils sont dans une autre disposition. Crise de la gouvernance, je viens de vous expliquer, c'est que l'architecture prévue par la Constitution de 2006 ne fonctionne pas. Les provinces sont des entités qui finalement sont vides. Sur les 26 provinces, il y a 3 provinces simplement qui ont des ressources plus ou moins sûres. La province de Kinshasa, la province du Katanga, le Alabao Katanga, un peu, et c'était le cas de Goma. Toutes les autres provinces, il y a certaines qui n'ont même pas de budget et qui fonctionnent en attendant les rétrocessions, qui est une notion
fondamentalement, je ne dis pas inconstitutionnel, mais aconstitutionnel. C'est-à-dire que la Constitution ne connaît pas cette notion. Et tout ça sur un fond de corruption, de confusion et de développement de la pauvreté. Voilà donc la situation de cette mixité qui a plutôt produit non pas la paix, mais des tensions, des conflits permanents, des méfiances, des dysfonctionnements, la captation de pouvoir et, vous savez, l'état dans lequel les pays nous sommes. Plus ou moins 3 provinces occupées, dirigées par des systèmes d'exception, d'autres provinces environnantes jusqu'à Maluku, prises en otage par des groupes armés, et les tout sur fond donc d'une crise. Donc, l'architecture hybride recherchée n'a pas fonctionné. Mais est-ce que ça pouvait fonctionner dans un État, on a parlé des contextes où il y a absence de culture constitutionnelle partagée, il n'y a pas intériorisation des principes, une illusion d'autonomie politique qui n'a jamais été acceptée par personne. Kabila disait que l'architecture qui a été mise en place était dangereuse, et pendant 10 ans, comme on vous a expliqué, il n'a jamais voulu mettre ça. Il découpera les provinces lorsqu'il voudra se débarrasser de son plus grand ennemi à l'époque, qui était Katumbi. Donc c'est une mise en place opportuniste qui n'a obéi à aucun schéma programmatique. Alors, les transferts de compétences, c'est une illusion parce que les provinces n'ont pas de moyens. Et je vous ai dit, le Premier ministre Mouzito a dit que le Congo s'est transformé en État sans province, avec des provinces mornées. Je regarde ma province de la Chuapa, je me dis, oh là là, qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Alors, je vais terminer. Il faut donc, troisième point, repenser les modèles. Comment repenser les modèles? C'est vrai que les débats constitutionnels congolais tournent autour de bavardages entre révision, entre refondation. Nous disons, il faut lire la Constitution. Ça commence par nous. Est-ce que nous sommes sûrs que cette Constitution-là, c'est nous? Nous, peuple congolais. Est-ce que nous nous retrouvons dans ces miroirs? On dira que oui, nous avons participé à l'élaboration du texte. Mais qui a élaboré ce texte? C'est un enfant putatif, sans légitimité. Si vous lisez la Constitution de 2003, on dit nous, représentants des partis politiques et entités, et c'est ces gens-là qui ont élaboré cette Constitution. À partir du moment où il y a un déficit génétique, il ne peut que y avoir un déficit d'appropriation. Et cette absence de tout déficit de ontologique, de cosmogonie, de cosmologie, de repères va nous marquer et va être donc. Alors, qu'est-ce qu'on doit changer? Les textes ou changer les règles de jeu qui restent presque le même depuis 1960, sous la Deuxième République. Parce qu'en fait, et je vais terminer par là, je n'ai pas tout le temps, la Constitution n'est que la mise en forme d'une âme. Est-ce que la Constitution va vous détribaliser? Est-ce que la réécriture de la Constitution va changer votre manie de la prédation et de la mandocratie comme système de jeu politique? Est-ce que la Constitution va finalement, et ce sont ces questions-là qui se posent et qu'il faut de manière consensuelle poser au peuple. Et ce peuple se prononcera pour une constitution non pas des pacotilles, mais une constitution démotique qui représente les aspirations et les promesses sacrées du peuple congolais.